Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation des rendez-vous d'histoire de Québec. Comme vous le savez, cette année, on est en ligne en raison des conditions sanitaires. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette présentation intitulée La CAQ, une nouvelle union nationale. Je me présente, Alex Tremblay-Lamarche, je suis président de la Société historique de Québec et membre du conseil d'administration des rendez-vous d'histoire de Québec. Cette présentation sur la CAQ et sur l'union nationale et les liens qu'il y a moyen de faire vous sera faite par Pierre Berthelot. Bonjour Pierre. Bonjour Alex. Pierre, je vous le présente brièvement avant de lui céder la parole. Il est diplômé en littérature et en histoire de l'Université de Montréal. Il enseigne également à l'histoire à l'Université du troisième âge de l'Université de Sherbrooke depuis 2015. Ses recherches portent sur le rapport à la mémoire. Comme vous allez le voir, bon, de quoi est-ce qu'on se souvient de l'Union nationale et sur l'évolution des perceptions qu'on a du passé au Québec. Il s'intéresse notamment à la politique québécoise depuis la Confédération et, comme vous allez le voir, principalement à l'Union nationale et à la période de Maurice Duplessis, période à laquelle il a consacré un mémoire de maîtrise ainsi qu'un ouvrage qui sera publié chez Septentrion en 2021, ouvrage intitulé Duplessis est encore en vie. Et donc, un ouvrage qui vous permettra d'en connaître plus sur le sujet de sa conférence d'aujourd'hui. Et donc, moi, quand j'ai vu la conférence, une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est un titre qui est un peu intriguant. La CAQ, une nouvelle union nationale, c'est quelque chose que, bon, on a déjà vu effectivement dans les médias, mais c'est ça, c'est quelque chose aussi qui, pour un historien, on se demande à quel point est-ce qu'on peut faire des comparaisons. Et donc, je me demandais, Pierre, qu'est-ce que vous entendez par là, que la CAQ serait une nouvelle union nationale? Ben, moi, j'ai remarqué dans le cadre de mes recherches, dans le cadre des cours que je donne, que depuis 8 ou 9 ans environ, depuis la fondation de la CAQ, on a vu des journalistes justement faire des allusions à l'Union nationale ou, disons, au vieux fond bleu québécois. C'était jamais de façon très constructive, hein. Je me rappelle, par exemple, au lendemain de l'élection de 2018, Brian Miles du Devoir comparait les régions où la CAQ était très, très forte. Il appelait ça le Kakistan. Pas le Pakistan, le Kakistan. Euh, Donc, on a vu après ça d'autres chroniqueurs, d'autres journalistes dire, par exemple, que François Legault voulait enlever les contre-pouvoirs, il voulait arracher les pouvoirs d'opposition. Il y a même tout récemment Marc Tanguay du Parti libéral qui comparait le projet de loi 61 à un retour à l'époque de Duplessis. Et le truc qui m'a fait le plus rire, c'est Graham Fraser, qui est quand même pas un journaliste sans expérience, qui disait que la doctrine de François Legault, c'était carrément What would Duplessis do? Donc, c'est quand même exagéré, là. La CAQ, c'est quand même pas la grande noirceur. La CAQ, en fait, l'Union nationale, de la façon qu'on s'en sert aujourd'hui, c'est un peu notre point Godwin à nous, les Québécois, hein? Pour les gens qui connaissent pas c'est quoi l'expression du point Godwin, ça vient d'un Américain qui disait que quand vous êtes sur une discussion sur Internet, quand il y a des débats, que ce soit un mur Facebook ou autre chose, puis que la discussion commence à se prolonger un petit peu, vous avez de plus en plus de chances qu'il y a quelqu'un qui vous sorte une comparaison avec Hitler ou les nazis. Et à partir de ce moment-là, ben, vous avez atteint le point Godwin, c'est-à-dire le point de non-retour, hein? On ne peut plus discuter sérieusement à partir de là. Donc, au Québec, le point Godwin, c'est Maurice. Et donc, selon vous, il y a une certaine ressemblance entre la CAQ et l'Union nationale. Mais c'est ça, même si certains médias ont associé François Legault et Maurice Duplessis, bon, il en demeure pas moins qu'il y a bien des choses qui différencient les deux hommes. Et comme vous le mentionnez, c'est ça, faut faire attention avant de dire, comme Graham Fraser l'a fait, que bon, le programme de Legault, c'est What would Duplessis do? Et donc, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous offrir des éclaircissements là-dessus? Et qu'est-ce qui différencie au final les deux hommes? Là? Parce que, bon, Legault n'est pas du tout dans le même contexte, premièrement, que Duplessis. Et bon, la doctrine, effectivement, on surfe un peu sur le nationalisme, mais on ne le fait pas de la même façon.
Non, exactement. On est vraiment en présence de deux styles de politiciens complètement différents. Dans le cas de Maurice Duplessis, je dirais que Maurice Duplessis est entré en politique de la même façon qu'Obélix est entré dans la marmite de potions magiques, c'est-à-dire qu'il est tombé dedans quand il était petit. Donc, Duplessis, c'est quelqu'un qui est né dans un environnement très bourgeois. Son père était député à l'Assemblée législative, l'ancien nom de l'Assemblée nationale. C'était quelqu'un qui a grandi dans un foyer très catholique. Hein. Son père, c'était le lobbyiste, si on veut, de l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur Laflèche. Donc, c'est la belle époque des ultramontains, hein, les catholiques qui voulaient que toutes les formes d'autorité dominent, soient soumises à la domination de l'Église, en particulier la politique. Duplessis, donc, c'est quelqu'un qui grandit dans ce milieu-là. Le dimanche midi, il y a des ministres ou il y a des premiers ministres qui viennent dîner à la maison. Donc, il va baigner là-dedans toute sa jeunesse. C'est pas quelqu'un qui est attiré par le commerce ou les affaires. C'est quelqu'un qui est vraiment attiré par le pouvoir. Il va hésiter un peu à continuer pour devenir curé, mais c'est vraiment la politique qu'il y a dans le sang. Donc, il va faire le parcours un peu classique, je dirais, de l'avocat député. Il va faire son cours classique, il va faire ses études en droit, il va devenir avocat, extrêmement populaire à Trois-Rivières. Il va participer à des élections, il va apprendre son métier sur le terrain. En 1923, il se présente une première fois aux élections dans Trois-Rivières. Il est battu. En 1927, il est élu député un peu contre toute attente parce que c'était très, très libéral à cette époque dans Trois-Rivières. Et là, à partir de là, Duplessis va gravir les échelons et continuer dans son parti. En 1932, il devient chef par intérim du Parti conservateur. En 1933, il devient le chef officiel. En 1935, en pleine Grande Dépression, il y a un nouveau parti, l'Action libérale nationale de Paul Gouin, qui est une aile nationaliste et réformiste qui s'est séparée du Parti libéral pour amener des réformes. Duplessis va s'allier avec ces gens-là. Il va former une très forte opposition face aux libéraux de Taschereau. Et puis finalement, en 1936, il est élu et donc il va appliquer seulement une partie de ce programme-là. Il va renier une très grande partie de son programme. Il est battu en 1939 et il va revenir au pouvoir en 1944 et il va y rester jusqu'en 1959. Ça, c'est pour Duplessis. Pour François Legault, là, vraiment, c'est un tout autre contexte. François Legault est né dans la région de Montréal, à Saint-Anne-de-la-Pérade, à la fin des années 50. Son père était maître de poste, sa mère était mère au foyer, travaillait un peu à temps partiel. C'est quelqu'un qui était très nationaliste dans sa jeunesse. Il distribuait le journal Le Jour, là, le journal d'Yves Michaud. Il va s'orienter vers la comptabilité, les finances. Il va travailler dans le domaine de l'aviation nationaire. Il va fonder Air Transat. Et donc, lui, c'est un produit d'un Québec assez modeste. Hein? Il n'y a pas, comme Duplessis, l'accès aussi direct à la politique. C'est un produit, en fait, du Québec Inc. des années 80-90, hein? La belle époque du régime épargne-action. Et François Legault, malgré ses origines, lui, il ne rentrera pas par la politique, il rentrera pas en politique par la petite porte. Il va rentrer en politique par la grande porte. Parce que qui est-ce qu'il recrute? C'est Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec à la fin des années 90, et qui lui demande de devenir ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc, tout de suite, Legault rentre au pouvoir et il rentre ministre. Donc, il n'y a pas à chercher sa voie, il n'y a pas à chercher de mission à remplir en politique. Lui, en fait, il est appelé pour aider Lucien Bouchard à appliquer ses coupures budgétaires dans le cadre du déficit zéro. Donc, c'est vraiment deux parcours complètement différents. Il y a peut-être un point en commun que je mettrais entre Duplessis et François Legault, c'est que il y a eu un très grand intérêt chez ces deux hommes-là pour développer l'économie par les richesses naturelles. Avec Duplessis, on pense au fer à une scène la tonne.
C'est pas exactement ça, mais Duplessis va mettre au point, en fait, avec des conseillers qui vont mener enquête, ils vont l'encourager à développer le minerai de fer dans la vallée de l'Ungava. Il est d'ailleurs mort en ayant visité un des chantiers là-bas. Mhm. Pour François Legault, dans un livre que tout le monde a un peu oublié, qui s'appelait Le Projet Saint-Laurent, il a proposé en 2013 de développer dans la vallée du Saint-Laurent une espèce d'équivalent de Silicon Valley, mais québécois. Mais l'affaire, c'est que ça s'inscrivait avec le plan Nord du Parti libéral de Jean Charest. Je dirais qu'il y a un peu une ressemblance sur la façon de développer l'économie par l'entreprise privée, puis d'être un peu plus sceptique par rapport à ce que le gouvernement peut faire en économie. Ouais. Et donc, on voit que ces deux hommes qui ont des parcours quand même assez différents, un avec des origines plus modestes qui rentrent par la grande porte de la politique, un autre avec des origines plus bourgeoises qui, bénéficient quand même d'un avantage lorsqu'ils rentrent en politique, mais va d'abord rentrer dans l'opposition avant de faire une alliance et puis de prendre le pouvoir. Quelques ressemblances sur le plan de la façon dont ils vont vouloir développer le Québec en mettant l'accent sur les ressources naturelles. Mais aussi des ressemblances sur la façon dont le parti va se former. Parce que, l'Union nationale, c'est un mélange de l'Action libérale nationale avec les conservateurs qui s'unissent. Même chose du côté de la CAQ, qui est un mélange, disons, c'est ça, avec de l'ADQ, avec ce qu'on a appelé le vieux fond bleu. Et c'est ce qui amène certaines personnes à dire que l'Union nationale serait la grand-mère de la CAQ. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, l'Union nationale, c'est la grand-mère de tous les vices. Tout le monde sait ça. Non. Plus sérieusement, là, oui, c'est vrai, la CAQ, s'il y a un parti avec qui la CAQ a beaucoup en commun, c'est certainement l'ADQ. D'abord, on va se rappeler brièvement comment l'ADQ a été formé. L'ADQ, c'est un produit d'après l'accord du lac Meech. On se rappelle, Bourassa voulait, avec Brian Mulroney, ramener le Québec dans la Constitution. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite de ça, Bourassa, donc, a demandé aux libéraux de développer une position pour le Parti libéral pour, en fait, s'enligner sur la souveraineté du Québec. Il a chargé un avocat, M. Jean Allaire, de développer cette position-là avec d'autres libéraux. Et finalement, au fil des négociations avec Ottawa, Robert Bourassa a changé d'idée. Et donc, il est revenu sur son engagement de faire un référendum sur la souveraineté au début des années 90 pour accepter en substance ce qu'on a retrouvé dans l'accord de Charlottetown de 1992. Il y avait une aile chez les libéraux qui voulait que Robert Bourassa tienne parole. On va retrouver parmi ces gens-là Jean Allaire et le président de l'aile jeunesse, un certain Mario Dumont, qui était très jeune, qui avait 22-23 ans, si je me rappelle bien. Et donc, ces deux-là vont faire de l'autonomisme leur cheval de bataille en créant un nouveau parti, l'Action démocratique du Québec. En gros, c'est ça. Mais l'autonomisme de l'ADQ, il faut faire attention, c'est assez difficile à définir. Il y avait, des réformes un peu vagues. On voulait donner plus de pouvoir au Québec, notamment pour la nomination des juges, pour la nomination du Sénat. On voulait donner plus de levier économique au Québec. Mais donc, c'était une position qui rejoignait quand même assez de gens, mais qui restait vraiment marginale par rapport au Parti québécois et au Parti libéral. Donc, jusqu'en 1995 au moins, l'autonomisme, ça va être vraiment dans les marges, malgré que l'ADQ, on se souvient, va faire campagne dans le camp du oui au référendum de 1995. Après 1995, là, c'est complètement différent. L'ADQ, avec Mario Dumont, va réclamer un moratoire sur la question nationale. Ce qui est très drôle, parce qu'en 2012, qu'est-ce que François Legault demande durant la campagne électorale? Un moratoire sur les référendums. Donc, on a déjà là les raisins de la colère. Donc, l'ADQ, en fait, à partir du milieu des années 90, les années 2000, va se repositionner sur la nouvelle question qui va
occupé tout l'espace médiatique au Québec, la réduction de la dette du Québec, hein, le déficit zéro. Donc, c'est vraiment là-dessus que l'ADQ, le Parti libéral, le Parti québécois vont se tirer les cheveux. Si on regarde l'ADQ sur ce plan-là, va devenir de plus en plus pertinente. Parce que quand on regarde les votes aux élections de 1994 jusqu'à 2007, l'ADQ n'arrête pas de monter. Elle n'arrête pas de récolter de plus en plus de votes. Même, elle va former l'opposition officielle en 2007, en pleine crise des accommodements raisonnables. Donc, c'est la vieille conception là, que l'idée de l'intervention de l'État, c'est une idée dépassée, c'est une idée des années 60, il faut s'en débarrasser. On a entendu exactement la même chose dans la bouche de Yuri Chassin en 2018, qui était le porte-parole en économie de la CAQ, qui disait « Ouais, ben l'État est obèse, puis il faudrait l'envoyer au gym. » Ouais, ben, on a vu qu'à cause de la COVID, hein, il n'y avait pas seulement les citoyens qui avaient de la difficulté à aller au gym, les gouvernements aussi avaient de la difficulté. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'ADQ qui s'est mis dans la position de critiquer ce qu'on a appelé les vieux partis, c'est-à-dire le Parti québécois, le Parti libéral. C'est le discours que la CAQ a repris après que l'ADQ s'est effondrée en 2008. Et c'est le discours qu'elle a tenu du temps qu'elle était dans l'opposition. Parce qu'on remarque depuis qu'elle est au pouvoir, c'est autre chose. Effectivement. Et si dans le fond, ce qu'on voit, c'est que au final, la grand-mère un peu idéologique de la CAQ, c'est davantage l'ADQ que l'Union nationale. Que oui, il y a une similarité sur la façon dont peut-être le parti se forme avec une convergence de forces politiques en réaction aux deux vieux partis. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas plutôt dire que l'Union nationale serait pas la grand-mère du Parti québécois? Parce que ce qu'on sait, c'est que les positions idéologiques des deux partis diffèrent. L'Union nationale était plus à droite, le Parti québécois dans les années 70 est plus à gauche, mais en même temps, il y a cette fibre nationaliste-là dans les deux, et René Lévesque va essayer d'aller chercher le vote nationaliste de l'Union nationale. Et donc, je serais curieux de vous entendre sur cette question-là. À quel point est-ce que le Parti québécois va tenter de reprendre cet héritage-là de l'Union nationale dans les années 70-80? Ah oui, l'Union nationale a accouché du Parti québécois, mais ce n'était pas un accouchement que je dirais très consentant. C'est vraiment malgré elle qu'elle a accouché du Parti québécois. En fait, on l'a vu à travers les années, le Parti québécois, l'Union nationale, se sont toujours définis comme étant le parti des vrais nationalistes. C'est d'ailleurs une phrase que Gabriel Loubier, en 1973, qui était le chef de l'Union nationale, va dire pour critiquer le Parti québécois, en disant que le détournement de la question nationale par la gauche, c'était faire fausse route. Mais il faut bien comprendre, en fait, l'origine du mouvement souverainiste qui va déboucher sur le Parti québécois. À l'origine, le mouvement souverainiste moderne, là, qui date de la fin des années 50, c'était un mouvement qui était plutôt proche idéologiquement de l'Union nationale. Là, je pense je crois que c'est le regroupement, je ne veux pas me mélanger avec le ralliement national de Gilles Grégoire et de Jean Garon, ou l'Alliance laurentienne de Raymond Barbeau. On est quand même assez loin de l'équipe du tonnerre puis des réformes de Jean Lesage. Donc, c'est vraiment un groupe qui est dans le nationalisme un peu plus traditionnel. Mais tout au long des années 60, tout au long de la Révolution tranquille, la montée du nationalisme, ça devient une force politique dont aucun parti va vouloir se passer pour prendre le pouvoir. Et donc, ce que ça va donner, c'est que le Parti libéral et l'Union nationale vont s'adonner à une sorte de surenchère nationaliste. Hein? L'un va essayer de jouer à chicken avec l'autre en donnant des propositions de plus en plus audacieuses. En 1965, par exemple, l'Union nationale a un congrès qu'on va appeler les Assises de 1965. De là va ressortir un programme nouveau, un Daniel Johnson nouveau et une solution originale à la question nationale, égalité ou indépendance.
Donc, Daniel Johnson va prendre cette thèse-là, il va faire corps avec elle, et il va la défendre avec beaucoup de vigueur, mais avec aussi beaucoup de prudence, parce que M. Johnson, c'était pas quelqu'un qui voulait se précipiter forcément dans les réformes, malgré qu'il poursuivait en très large partie les mesures, les réformes du Parti libéral. Donc, Daniel Johnson va même prendre des arrangements avec Pierre Bourgault et des candidats du RIN pour qu'ils puissent se présenter puis essayer de favoriser leurs élections. Et aux élections de 66, on va même retrouver des candidats ouvertement souverainistes dans l'Union nationale. Je pense entre autres à Jérôme Proulx dans Saint-Jean, qui va devenir ministre du Parti québécois. Donc, il y avait les germes péquistes chez l'Union nationale. Mais, en fait, ce qui va arriver, aussi, une autre chose que j'aimerais ajouter, l'Union nationale était convaincue que le Québec pouvait réformer la Constitution de sa perspective, c'est-à-dire dans tous les domaines qui touchaient le Québec. C'était possible de créer des institutions propres au Québec et qui allaient marcher, qui n'avaient pas besoin d'être les institutions du Canada anglais. Ça avait été discuté avec Lester Pearson. Mais le malheur, c'est qu'en 1968, Daniel Johnson est mort. Il y a un nouveau premier ministre qui est arrivé à Ottawa, Pierre Trudeau, qui avait un mandat très fort, très clair à l'égard des Québécois, qui était beaucoup plus ferme dans son attitude. Et Johnson a été succédé par Jean-Jacques Bertrand, qui était un homme assez pacifique, qui n'aimait pas vraiment la confrontation, puis qui aurait préféré une sorte de Canada où tout le monde pouvait bien s'entendre, tout le monde pouvait être heureux. Ce qui va faire que le Parti québécois va être créé entre-temps en octobre 68, mais le vrai coup de pouce, le vrai coup de départ, c'est l'Union nationale qui va la donner malgré elle. À l'automne 1969, il y a toute une série de manifestations à travers le Québec parce que les premiers finissants de cégep, il y en a peut-être qui nous écoutent d'ailleurs, qui n'arrivent pas à trouver de place dans les universités. À Montréal, par exemple, il y a seulement une université francophone. Les autres universités, c'est des universités anglophones, puis on n'accepte pas les francophones. Donc, ça fait toutes sortes de chicanes, mais ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est à Saint-Léonard, la commission scolaire va décider de ne pas donner de cours en anglais pour l'année qui vient et de seulement donner des cours en français. Donc ça, évidemment, ça va provoquer une réaction extrêmement négative chez les anglophones qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Et par opposition, réaction aussi forte chez les francophones qui voulaient que tout le monde aille à l'école en français pour que tout le monde puisse s'intégrer aux Québécois. Jean-Jacques Bertrand va décider de mandater son ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal, qui va lui aussi devenir ministre péquiste, et qui va faire adopter une loi qui, en fait, consacrait le libre choix de la langue. Alors ça va être une catastrophe pour l'Union nationale, qui va voir ses forces nationalistes vivre le quitter presque d'un coup pour le Parti québécois. Parmi eux, on va même retrouver qui? Jean-François Bertrand, Pierre-Marc Johnson, deux fils de premier ministre de l'Union nationale. Ouais, effectivement, on voit qu'à l'époque, il y a vraiment une parenté, ou du moins que la frange la plus souverainiste ou la plus nationaliste au sein de l'Union nationale va quitter pour aller vers le Parti québécois. D'ailleurs, bon, il y aurait long à dire avec le monument du Plessis sur le site de l'Assemblée nationale qui a été ramené qui a été ramené par René Lévesque parce qu'il avait comme été mis au purgatoire après son décès. Ah oui, ça a été tout un débat. Il y a eu une espèce de jeu de passe-passe entre les gouvernements. Il y a même des gens qui pensaient que le monument avait été rapatrié en Pologne en punition parce que Duplessis avait caché les œuvres d'art, les trésors polonais durant les années 40-50. Donc, la statue a disparu de la circulation pendant 16 ans. Et finalement, c'est ça, René Lévesque lui a donné une place sur la colline parlementaire après qu'elle ait été au purgatoire et possiblement en Pologne. En fait, non, pas du tout, là, ça c'est des rumeurs. Là. Non, elle était cachée à Québec dans un entrepôt de la Sûreté du Québec en arrière de machines à sous. Donc, bien à l'abri.
Bien à l'abri, effectivement. Et si on va du côté, effectivement, on retourne du côté de la CAQ. Parce que là, bon, on a vu que, Oui, ben c'est ça, chronologiquement parlant aussi, bon, c'est peut-être plus logique parce que, bon, la fibre nationaliste qui, bon, s'incarne actuellement dans la CAQ, ben, la CAQ est une créature plus récente, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, la fibre nationaliste, c'est d'abord passé, bon, un peu de l'Union nationale au Parti québécois et dans une certaine mesure aussi au Parti libéral qui avait un certain nationalisme, comme vous l'avez mentionné à cette époque-là. Et maintenant, c'est ça, si on revient plus sur François Legault et l'Union nationale, ben c'est ça, quel lien est-ce qu'on peut plus faire un petit peu entre les deux chefs, entre ben, François Legault et Maurice Duplessis? On a dit notamment que François Legault avait appris beaucoup de choses politiques de Maurice Duplessis. Qu'en est-il de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que François Legault s'inspire de Duplessis, à votre avis? ben, je ne veux pas faire de peine à Graham Fraser qui dit que sa doctrine, c'est what put Duplessis do. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Si c'est le but de François Legault d'imiter ou de s'inspirer de Maurice Duplessis, je dirais que c'est un très mauvais élève. D'abord, Duplessis, c'est un politicien absolument redoutable. C'était quelqu'un qui avait énormément de charisme, qui était un excellent orateur. C'était un homme qui était aussi très rusé et qui avait une mémoire encyclopédique des noms, des lois, des règlements. Ce qui faisait que en débat, en conférence de presse, à l'Assemblée nationale, au comité des villes privées, Duplessis, c'est un adversaire extrêmement coriace. Hein? C'est impossible d'avoir le dessus avec lui, pratiquement. Euh, c'est aussi un politicien, Duplessis, qui avait une fibre électorale, une sensibilité électorale extrêmement développée. Je dirais que sur ce plan-là, il était probablement du même calibre que René Lévesque. C'est ça. Par contre, on reprochait à Duplessis, bon, d'avoir une mauvaise élocution, d'être un peu vulgaire, de s'exprimer un peu tout croche. Même Pierre Laporte l'avait traité de pire orateur de l'histoire du Canada français. Mais en fait, quand on regarde certains discours dont on a gardé la trace, on s'aperçoit qu'en fait, Duplessis mettait quand même quelques références un peu plus littéraires, un peu plus recherchées, mais il citait même des fois des politiciens américains. Je pense à William Jennings Bryan, par exemple, qui a cité Duplessis devant une foule d'étudiants, puis qui disait « Jamais vous ne crucifierez les droits de la province, même pas sur une croix d'or. » Là, tous les étudiants lançaient leurs casquettes en criant de joie. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, Duplessis. Aux conférences fédérales provinciales aussi, face à ce que j'appellerais des durs à cuire intellectuels comme Mackenzie King ou Louis Saint-Laurent, Duplessis savait très bien répliquer. On se battait à armes égales. Pour ce qui est de François Legault, sur ce plan-là, là, on a vraiment affaire à un autre style de politicien. François Legault, c'est quelqu'un qui a des qualités ailleurs que dans ses performances orales. C'est pas quelqu'un qu'on associe à des grandes déclarations enflammées. C'est quelqu'un qui s'exprime dans un langage assez clair. C'est pas quelqu'un qui se démarque à l'Assemblée nationale dans les débats ou en conférence de presse ou au débat des chefs à la télévision. Hein. C'est quelqu'un qui met difficilement de l'émotion dans ses déclarations. Et même en fait, ces tournures de phrases ont plutôt tendance à faire sourire ou sourciller ses adversaires. Moi, je me rappelle le 25 mai, en pleine conférence de presse sur la COVID, où est-ce qu'il annonçait des mesures de distanciation sociale pour les comédiens sur scène. Il disait « Oui, ben, c'est sûr que c'est plus difficile de conserver le 2 mètres dans les scènes d'amour. » On est vraiment dans un autre style. Une autre différence très importante, puis encore une fois, ça nous ramène à un exemple très d'actualité, c'est sur la conception de la place de l'État québécois dans la vie des Québécois. Ça, là-dessus, Legault n'est pas du tout inspiré de Duplessis. Ça, on l'a vu clairement avec la gestion de la COVID-19. Lorsque les premiers cas ont été relevés au Québec, dans les jours qui ont suivi, lorsque le docteur Arruda, hein, la direction de la santé publique, a informé le gouvernement,
François Legault a agi assez rapidement. Puis il a pris la décision très difficile, mais il a suivi les recommandations de la santé publique et il a invoqué les mesures d'urgence sanitaire. Ça, c'était surprenant quand même parce que c'est un politicien qui a consacré sa vie à l'économie, au développement économique, et qui là, soudain, acceptait d'écouter la science et acceptait de sacrifier l'économie au nom de la santé. Donc, ça, c'est quand même surprenant. Mais non seulement ça, mais François Legault, en prenant ces mesures-là, s'est embarqué dans un paquet de mesures extrêmement restrictives qui donnaient une très grande marge de manœuvre au gouvernement, qui permettait d'intervenir beaucoup dans la vie de tous les jours des Québécois, mais dans les activités des entreprises aussi. Ça, c'est très important. Donc, en fait, François Legault s'est engagé à fond dans ce qu'on pourrait appeler le paternalisme d'État que Duplessis a toujours dénoncé. Puis j'utiliserai une comparaison, en fait, parce que, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de COVID-19 au temps de Duplessis. Il n'y a rien qui se rapprochait de ça. Je sais qu'on a parlé à plusieurs occasions de la grippe espagnole. Il n'y avait quand même pas de système de santé publique dans le temps de la grippe espagnole. Il ne faut pas oublier ça. Mais... Gouin, en plus. Oui, exactement. L'Omergouin est un peu tachereau, je crois. Donc, il y a des lois qui avaient été passées pour partager les frais, justement, alléger le fardeau des hôpitaux, partagés avec le niveau municipal et le gouvernement. Mais un problème de santé auquel l'Union nationale a dû faire face, qui était certainement très grave, la tuberculose. Oui. La tuberculose, c'est une maladie, c'était terrible parce que, d'un, ça affectait les plus jeunes, les 18 à 30 ans, on peut dire, en majorité, mais aussi, c'était des dizaines de milliers de personnes qui mouraient chaque année au Québec. C'était un des endroits au Canada, ou même l'endroit au Canada où on mourait le plus à une certaine époque. Donc, Duplessis va agir, il va pas rien faire. Il va dépenser pendant toute sa carrière des dizaines de millions de dollars pour construire des sanatoriums, engager des gens, mettre des dispensaires dans les régions, acheter de l'équipement, tout ça. Et donc, on va voir une baisse, effectivement. Mais ce qui est important, c'est que jamais Duplessis va accepter qu'on instaure un système de santé publique. Duplessis va absolument vouloir qu'on conserve le système des établissements privés, des établissements religieux. Ben, c'est des établissements privés. Donc, soit il fallait avoir une assurance qui était très chère pour se faire soigner, ou bien il fallait les payer de ses poches. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Le gros de la population qui était plus pauvre, qui n'avait pas les moyens de se payer les frais d'hospitalisation, n'était pas en moyen de se faire soigner. Donc, ils retournaient chez eux, ils mouraient ou ils transmettaient la maladie à d'autres. On imagine très bien ce que ça fait une pandémie dans ce genre de système-là. Effectivement. Et pour les gens de Québec qui nous écoutent, l'hôpital Laval qu'on trouve sur le chemin de Sainte-Foy, c'est l'ancien hôpital des tuberculeux de la région de Québec. Et donc, il y a toujours des traces de ces anciens hôpitaux-là mis en place pour lutter contre la tuberculose et qui existaient à l'époque de Duplessis dans le paysage actuel. Il y en a probablement d'autres également, le sanatorium du Lac-Édouard, etc., etc. Et moi, ça m'amène à me dire que je vous écoute depuis le début. Et c'est ça, Duplessis, Legault. Mais bon, c'est ça, là, on parlait de la santé, c'est le docteur Albini Paquette. Il y a également toute une série d'autres ministres autour de Duplessis que, les historiens vont connaître et que même là, je serais curieux, en fait, de faire le test et demander à des historiens qui connaissent quand même l'époque de me nommer, 5 ministres de Duplessis. Puis, j'ai l'impression qu'il y aurait des gens qui seraient bien en peine de le faire parce que lorsqu'on pense à l'Union nationale, eh bien, on pense au parti d'un seul homme, un seul chef, Maurice Duplessis. Même chose un peu avec Legault, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on va
dans les urnes pour voter, eh bien, c'est la CAQ, l'équipe François Legault. Donc, on met vraiment la personne de François Legault de l'avant également. Et donc, est-ce qu'il y a un lien à faire de ce côté-là? Est-ce que on peut dire effectivement que dans les deux cas, c'était le parti d'un seul homme, ou dans les deux cas, ben, c'est à nuancer parce que il y a quand même un conseil des ministres autour, mais qui est peut-être un peu tassé à cause des circonstances comme la COVID, où là, c'est très centré sur le premier ministre. Oui, oui, effectivement. Pardon. Pour ce qui est des comparaisons, évidemment, c'est assez limité étant donné que, Duplessis a été au pouvoir pendant 18 ans, François Legault est au pouvoir depuis un peu moins de 2 ans. Mm. En plus des différences de contexte, donc, il faut être assez prudent dans les comparaisons qu'on peut faire puis de dire que c'est le parti d'un seul homme. En même temps, personne ne sait de quoi l'avenir peut être fait, donc ça va être à nous de voir peut-être dans une dizaine d'années, quand la CAQ peut-être sera retournée dans l'opposition, ben là, on pourra plus être en mesure de juger des tractations internes. Mais c'est certain qu'à l'époque de Duplessis, l'Union nationale, c'était le parti qui était dominé par son chef. Hein. Dans les débats en Chambre, même quand il y avait des questions qui étaétaient posées à un député ou à un ministre de Duplessis, c'est arrivé à l'occasion que Duplessis se levait pour répondre à la place de son ministre. Donc, ça c'est certain qu'on a vu ça. Même les slogans, le livre d'Alain Lavigne, hein, Duplessis, marketing politique, on le voit dans les slogans. Duplessis donne à sa province. Laissons Duplessis continuer son œuvre. Avec Duplessis, c'est le progrès, etc. Donc, même dans la publicité, même dans l'image officielle du parti, si on veut, on perdait un peu la trace de l'Union nationale puis des principaux collaborateurs pour vraiment là, laisser Duplessis occuper toute la place. Hein. C'était un peu comme le bon Dieu. Hein. Il était partout à la fois, puis c'était lui qui faisait tout. Donc, c'est certain qu'à l'époque de Duplessis, il n'y avait pas de statut du parti, il n'y avait pas de structure interne qui permettait aux membres, comme c'est le cas avec la CAQ, par exemple, de convoquer un congrès ou de chasser le chef du pouvoir si jamais le chef était jugé incompétent. Donc, c'est certain que du temps de Duplessis, c'était lui et ses principaux conseillers qui prenaient les décisions. Et puis, les membres influents, hein, c'était l'époque des clubs politiques aussi. Donc, c'était les gens dans ces cercles-là qui avaient l'oreille du premier ministre, malgré que Duplessis se gardait très au courant de ce qui se passait un peu partout. Le problème, c'est que... pardon. Je vais boire un peu d'eau. Ouais. Les clubs politiques, on pense notamment au Club Renaissance sur Grande Allée, à tous les clubs qui réunissaient soit des libéraux, soit effectivement des membres de l'Union nationale. Là. C'est exactement. Mais le problème, c'est qu'en concentrant le pouvoir de cette façon-là, puis en laissant pas la place, disons, à d'autres ministres dans les discours officiels, de vraiment montrer que c'était un effort d'équipe, ça va donner des décisions un peu arbitraires, hein, le fait que ce soit aussi opaque, la prise de décision. Je pense par exemple à toute la question du patronage de l'Union nationale qu'on associe presque instantanément. Hein. Les contrats qui étaient donnés à des entrepreneurs, pas parce qu'ils étaient plus compétents, mais parce qu'ils avaient payé à la caisse de l'Union nationale, ou des emplois qui étaient donnés dans la fonction publique, parce qu'à cette époque-là, comme avant Duplessis d'ailleurs, toute la fonction publique était politisée. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque élection, il y avait beaucoup de gens qui retenaient leur souffle de crainte que leur parti soit battu ou que leur parti soit porté au pouvoir. Et du moment que ça se passait, c'était la tradition, tout le monde était renvoyé, tout le monde était remplacé par des gens de l'autre parti. Donc, tout le monde, hein, du président de la commission des liqueurs jusqu'au monsieur sur le bord du chemin, l'employé de la voirie avec le drapeau qui vous dit d'avancer ou d'arrêter. La tradition, c'était comme ça. Donc là, avec la CAQ, c'est certain qu'on n'a pas vu ça. Il n'y a pas eu de grands remplacements dans la fonction publique. Même s'il y a de quoi, la CAQ, ça peut être étonnant, a fait passer un projet de loi
dans ses premiers projets de loi pour s'assurer que les directeurs de police, dorénavant, la SQ, l'UPAC, DPCP, soient nominés par l'Assemblée nationale et non plus par le premier ministre, comme c'était de tradition jusqu'en 2018. Donc ça, c'est intéressant sur ce plan-là. Sur le plan des ministres, je crois que François Legault nous a montré qu'il est assez bien entouré. Il ne s'est pas gêné pour apparaître en public avec ses autres ministres, en particulier durant les conférences de presse de la COVID-19. Hein, même le docteur Arruda, qui n'est pas dans son gouvernement, mais qui est quand même assez proche. Donc, il n'a pas décidé sur son seul génie de ce que le Québec devait faire pendant la pandémie. Hein. On a vu ce que ça donnait ailleurs. Ouais, effectivement. On a tout avantage à ce que bon, le pouvoir politique soit conseillé par le scientifique dans en fait, n'importe quand, mais encore plus dans une période de crise. Je vois que le temps file et qu'il nous reste peu de temps avant qu'on aille en question. Une des questions que j'avais envie de vous poser pour conclure, c'est lorsqu'on lit votre manuscrit à apparaître chez Septentrion au début de l'année 2021, eh bien, vous parlez de peut-être une possible renaissance de l'Union nationale. Ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intrigué parce que, bon, la renaissance de l'Union nationale qu'on voit, c'est la CAQ, etc. On a vu aujourd'hui que, bon, c'était beaucoup plus complexe que ça, puis que, bon, il y a certains éléments qui peuvent s'apparenter, mais qu'il y en a plusieurs qui diffèrent. Mais, à votre avis, est-ce qu'on peut s'attendre à voir une renaissance de l'Union nationale? Et si oui, sous quelle forme? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Ah oui, moi, je ferai attention de ne pas faire de diagnostic trop vite. Si j'étais capable de deviner de quoi l'avenir était fait, je ne serais probablement pas ici. Mais une chose qui est certaine, ça peut revenir, ça peut toujours revenir, mais il ne faut pas faire trop de raccourcis vite. Pour ça, en fait, ça va se voir dans la façon dont François Legault va montrer de quel bois il se chauffe sur le plan de la Constitution, qui est une question qu'on a écartée de tous les débats presque depuis pas loin de 25 ans. Hein. On ne veut pas en parler. C'est un vieux débat, c'est des chicanes. C'est mieux de parler de questions de pain et de beurre. Donc, on l'a vu, ça. Si on compare la position de François Legault puis de Duplessis, qui pourrait nous suggérer que l'Union nationale pourrait revenir dans le décor, en fait, on a vu tout un revirement de François Legault sur la question de la Constitution. Hein. C'était un des plus pressés au Parti québécois à faire la souveraineté. Il a écrit un manifeste en 2005, Le courage de changer, où il voulait qu'on remette ça de l'avant. On ne parlait pas assez de souveraineté pour lui au Parti québécois. Il a même signé les finances d'un budget indépendant. Donc, c'est d'un budget souverain. Donc, c'était très clair, ses convictions là-dessus. Mais là, il a commencé à avoir un peu de viraillage après 2008-2009. Hein. Il est revenu en politique en 2012 sous les couleurs de la CAQ et il a réclamé, comme je disais tout à l'heure, un moratoire sur la question nationale. Ensuite de ça, vers 2013, 2014, 2015, il s'est mis à développer un nouveau projet, mais qui disait que c'est un projet nationaliste, autonomiste. Mais il n'y avait pas de cadre de négociation de fixé. Pour lui, c'était vraiment l'idée de rapatrier des pouvoirs, par exemple, les pouvoirs en immigration, des pouvoirs en économie, des pouvoirs en environnement. Donc, c'est des pouvoirs très, très ciblés, mais il n'y a pas de cadre autour de ça. Il n'y a pas d'argument de fédéralisme renouvelé, comme on a vu du temps de Claude Ryan. Il n'y a pas de souveraineté d'association. Donc, en fait, même François Legault avait ri de Philippe Couillard qui voulait signer la Constitution pour 2017. Hein, il disait « Vous perdez votre temps, vous rêvez en couleur même. » Donc, François Legault, à son égard, on est vraiment dans l'incertitude totale par rapport à sa capacité de vraiment négocier des droits pour le Québec face à Ottawa. Pour ce qui est de Duplessis, c'était tout autre chose. Pour Duplessis, le Canada, c'était un ensemble de provinces souveraines, un peu comme les États-Unis. Hein. Les États sont indépendants entre eux, mais il y a un gouvernement central qui veille aux intérêts communs. Donc, ça, c'était la conception de Duplessis. Et donc, puisque les provinces étaient souveraines, le gouvernement fédéral, c'était un peu le produit des provinces.
Donc, c'était inconcevable que le fédéral puisse empiéter sur les droits des provinces. On a bien vu que, même s'il a été très autonomiste, Duplessis, la Loterie du Québec, Radio-Québec, la Cour de révision, qui aurait été une espèce de cour pour régler les différences que la Cour suprême fait aujourd'hui, qui aurait été nommée en partie par le fédéral et les provinces, ça a été bloqué. Il a donné l'impôt provincial puis le drapeau, mais c'était quand même extrêmement limité. Donc, moi, je crois que tant que le Québec va rester dans ce flou-là, dans cette incertitude-là, et qu'on continue à entretenir l'idée que la Constitution, c'est pas une question importante, que ce qui est important, c'est les choses du quotidien ou uniquement les questions économiques, alors là, le bilan de l'Union nationale, ça va être quelque chose qu'il va falloir revoir de façon très sérieuse. Puis remarquez bien ce que je vous dis. Si les Québécois continuent dans cette voie-là, à ce moment-là, Maurice Duplessis, ça sera peut-être plus une figure de notre passé, mais une figure de notre avenir. À suivre. Oui. Et un gros merci, en fait, Pierre, pour cette conférence très intéressante qui nous a permis de bien comprendre à quel point est-ce qu'on peut faire des parallèles entre la CAQ et l'Union nationale, à quel point est-ce que, bon, il faut quand même aussi faire des nuances. On pourra en connaître plus sur la question en lisant votre livre qui va paraître dans les premiers mois de 2021, mais pour l'heure, eh bien, on se retrouve en période de questions. Et donc, on attend vos questions. Pierre Berthelot les attend et donc, on a bien hâte de vous entendre. Donc, rebonjour tout le monde, rebonjour Pierre, rebonjour aussi à ceux qui nous écoutent. On continue pour la période de questions, comme on vous l'avait mentionné. On a vu que vous avez été nombreux à nous écrire des questions pendant la conférence. On vous invite, si vous en avez, que vous n'avez pas encore eu le temps de les formuler, à les écrire. Pierre y répondra avec grand plaisir. Et donc, la première question qu'on a eue, en fait, c'est une interrogation qui est assez similaire chez deux personnes. Myriam Lévesque nous a demandé, est-ce que la loi 21 du gouvernement Legault se compare à la loi du Canada du Plessis? Et Gilles Herman nous a demandé, quel parallèle peut-on faire entre la loi du Canada du Plessis et la loi 21 de Legault? Donc, sa fameuse loi sur la laïcité dont on a tant parlé, qui a fait justement, autant d'éclat dans l'opinion publique et de l'autre part, la loi du Canada sur la chasse au communisme, qui est une des lois les plus emblématiques de Duplessis. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout d'abord, bonjour Alex, très content de te revoir. Pour répondre à la question, faut bien regarder. Moi, je crois que le parallèle est quand même assez mince. Non seulement pour le contexte, mais même dans l'approche des gouvernements pour régler ces deux questions-là. Donc, si je prends la loi du Canada de Duplessis, la loi du Canada, c'est une loi qui arrive en 1937. En 1937, il y a la guerre civile en Espagne. Donc, on se rappelle, il y a les républicains et les communistes qui sont alliés ensemble dans ce conflit-là face aux troupes plutôt conservatrices, disons, du général Franco, qui voulaient abolir la monarchie, établir une république, et qui, parmi leurs méthodes, sortaient les cadavres des curés pour les exposer au grand jour. Et donc ça, évidemment, dans la catholique province de Québec, ça ne passait pas très bien quand on lisait ça dans le journal. Donc, il y avait une très forte antipathie à l'égard des communistes déjà là. Même pas seulement au Québec, au Canada, en 1919, à Winnipeg, il y avait eu la très grande grève de Winnipeg où les autorités avaient complètement perdu le contrôle pendant plusieurs jours. Donc, les grévistes qui avaient des revendications, on était en 1919, donc on est dans la suite là, de la révolution bolchevique. Et donc, il y avait un règlement au Canada qui avait été adopté dans le code criminel qui rendait le communisme illégal au Canada. Donc, ce règlement-là a tenu jusqu'en 1936. Et quand ce règlement-là a été aboli en 1936 par Mackenzie King, donc au niveau fédéral, il n'y avait plus d'interdiction, mais il y a eu un très grand mouvement de la population au Québec pour que les autorités religieuses et politiques
interviennent sur cette question-là. Donc, Duplessis, même il va y avoir des très grosses manifestations à Québec, hein, au Colisée de Québec. Il va y avoir une immense manifestation. Le maire de Québec va être là, Duplessis aussi, le cardinal Villeneuve. Bon, donc, il y a vraiment un désir de la population qu'on intervienne sur cette question-là. Taschereau avait aussi mené une lutte anticommuniste à sa manière au début des années 30. Et donc, ce qui va mener à faire que Duplessis va proposer une loi. La loi du cadenas, c'est la loi qui permet de mettre le cadenas dans la porte des endroits où on produit ou où on organise des activités communistes. Le problème, c'est que la loi ne définit pas ce qu'elle entend par communisme ou bolchevisme ou bon. Et donc, malgré ça, la loi donc, va être appliquée et avec tous les abus qu'on va voir par la suite, notamment la persécution des témoins de Jéhovah, hein, on se rappelle très bien, ça va traîner jusqu'en Cour suprême. Cette loi-là, par contre, et ça c'est surprenant parce qu'on se rappelle surtout de la loi du cadenas, justement à cause des abus, mais quand elle est adoptée en 1937, elle est adoptée à l'unanimité. Ça, c'est étonnant, hein? Surtout quand on pense à tout ce qui va se dire, par exemple, dans Le Devoir ou des gens de sciences sociales de l'Université Laval, qui au départ, dans les années 30, appuyaient Duplessis. Et puis là, finalement, on va voir que ça va trop loin, on arrête trop de gens, on fait toutes sortes de choses inadmissibles. Donc, Duplessis va avoir une attitude très ferme, très autoritaire par rapport à cette question-là qui polarisait la société. Pour ce qui est de la loi sur la laïcité, on peut avoir des avis pour et contre, évidemment, mais on ne peut pas dire que sur l'approche que François Legault a prise, qu'on se rapprochait d'une approche autoritaire. Il y a eu quand même une commission parlementaire, il y a eu une 60aine de groupes environ qui sont venus discuter. Le projet de François Legault était, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais allait quand même moins loin que le projet du Parti québécois en 2013-2014, qui a servi de rampe de lancement à son élection et donc même la CAQ appuyait à l'époque. Et maintenant, donc, on a vu dans les sondages, il y a quand même un appui assez fort de la population qui a été relevé. C'était autour de 60-64%. Donc, on était... puis bon, encore une fois, le contexte est différent. François Legault est dans un contexte de jurisprudence où est-ce que les premiers ministres du Québec ne peuvent plus intervenir de façon aussi drastique dans les libertés civiles. Bon, il y a la COVID-19, ça c'est une autre question, bien sûr, c'est une question de santé publique, mais pour ce qui est de la liberté de penser, de la liberté d'expression, le premier ministre ne peut pas prendre le téléphone puis appeler quelqu'un, appeler un agent de police pour lui dire « Allez m'arrêter cette personne-là qui porte un signe religieux ». Ça ne se passe pas comme ça. Et effectivement, on voit qu'il y a eu une adhésion de la population. On voit aussi que bon, le processus parlementaire n'a pas été le même. Seconde question, on a Yannick Cormier qui, tout d'abord, en fait, vous félicite. Il vous dit que vous êtes toujours aussi solide dans votre érudition, une bonne capacité de présentation impeccable. Et il vous demande, en fait, est-ce que vous pourriez nous parler sommairement du rapport de Duplessis avec l'indépendantisme? À sa connaissance, Duplessis aborde, sincèrement ou non, que la sortie de la Fédération était une option. Il pense par exemple à la série Duplessis où on voit Maurice Duplessis discuter de cela avec ses ministres. Et donc, quel était le rapport de Duplessis avec l'indépendantisme? C'est certes quelque chose qui va se manifester de façon plus concrète dans les années 60-70 avec la montée en fait du mouvement souverainiste, mais c'est déjà quelque chose dont on parle. Il y a eu la motion en fait Francaire quelques décennies avant. C'est quelque chose qui bon est évoqué. Et comment est-ce que Duplessis se positionne par rapport à ça? Parce que bon, il est nationaliste, mais il n'est pas nécessairement indépendantiste. Oui, voilà. Je vais commencer par saluer Yannick Cormier, qui est un très bon ami. Et pour répondre à la question, donc, non, Duplessis n'est pas souverainiste, malgré qu'on va lui reprocher, en particulier dans le Canada anglais, d'en être un déguisé.
ce qui est un reproche qu'on a aussi fait à François Legault, d'être un souverainiste déguisé. Donc, Duplessis, en fait, récupère dans les années 30 une bonne partie du mouvement nationaliste qui est inspiré, par l'école sociale, les politiques sociales de l'Église catholique. Ça va se rassembler autour de l'Action libérale nationale, qui était très influencée par la pensée de Lionel Groulx aussi. Notre État français, nous l'aurons. Donc, Duplessis a récupéré ce mouvement-là dans les années 30 et il va pas le saborder, mais disons, il va renoncer à la plus grande partie, la partie la plus revendicatrice, la plus audacieuse de son programme. Il va même y avoir des gens, des souverainistes des années 30, je pense à De Stalaer-O'Leary, mais je pense à Paul Bouchard aussi. Paul Bouchard, qui est une sorte d'intellectuel, qui, eux, étaient souverainistes et qui vont combattre Duplessis dans les années 30 et qui vont dire non, 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 il est en train de complètement dénaturer notre lutte de libération nationale. Et donc, Duplessis n'aura pas des amis dans les souverainistes, surtout pas avant la guerre. Après la guerre, le contexte est complètement accaparé par la question de l'autonomie. Ottawa a pris des pouvoirs des provinces pendant la guerre, puis il veut les garder. Et donc, Duplessis va dire non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Le Canada, en fait, la Confédération de 1867, c'est un pacte d'honneur entre deux peuples fondateurs. Ça, c'est sa conception. Et c'est une conception qui ne sera pas très partagée, malheureusement, dans le reste du Canada. Et donc, Duplessis va quand même, je dirais, encore une fois, récupérer des énergies nationalistes, des énergies autonomistes. René Chaloux, par exemple, qui est le député principal derrière toute la question du drapeau fleur-de-lysée. Duplessis va faire adopter ce drapeau-là, même si au départ, il n'était pas particulièrement favorable. Duplessis va se réconcilier avec Paul Bouchard. Ça, c'est très intéressant avec Paul Bouchard parce que les deux hommes vont se rencontrer. Ils vont se dire, vous aviez dit ça, vous avez trahi votre parole. Oui, puis vous, M. Bouchard, vous aviez dit ça, vous avez trahi votre parole, puis vous vous êtes enfui en Amérique du Sud pendant la guerre. Donc, les deux vont quand même garder des points de litige, mais Paul Bouchard et d'autres gens dans son optique vont appuyer Duplessis en se disant, c'est l'étape en attendant l'indépendance du Québec. C'est appuyer Duplessis, puis après, ça va arriver comme de soi-même qu'on va être rendu à la souveraineté. Et donc, ce qui va faire que Duplessis, dans les années 50, au fur et à mesure que Ottawa va implanter la péréquation, va vouloir développer des systèmes, les programmes nationaux, assurance santé et tout ça, et ça ne va pas fonctionner. Duplessis va créer une commission d'enquête, la commission Tremblay, sur les problèmes de la Constitution. Et en fait, ça va aller beaucoup plus loin que ce à quoi il s'attendait. Et en fait, c'est de ce rapport-là que va sortir l'impôt provincial. Chose qui est intéressante. Duplessis ne va pas appliquer presque le reste des recommandations de ce rapport-là. Mais Jean Lesage, à la première conférence intergouvernementale en juillet 1960, qu'est-ce qu'il présente au premier ministre Diefenbaker? Le rapport de la commission Tremblay. Donc, il n'y avait pas que du mauvais, mais il y a quand même une continuité un peu inattendue là, ici. Oui, effectivement. Et on voit qu'il y a vraiment une volonté de surfer sur ce nationalisme-là, utiliser un petit peu les indépendantistes, que Duplessis, peut-être pas c'est une conception là, purement souverainiste, mais que il n'y a pas une conception fédéraliste et donc un rapport complexe que ça serait intéressant d'approfondir plus amplement dans votre ouvrage. Vincent Naon nous demande, est-ce que la Grande Noirceur a encore sa place en 2020? Grande Noirceur, on a l'impression des fois qu'elle n'a jamais vraiment arrêté parce que les médias nous reviennent constamment avec ça, la Grande Noirceur, la Grande Noirceur, la Grande Noirceur. En 2020, on en a encore parlé lorsque Legault a été élu, lorsque Legault a présenté par exemple sa loi 21, on a plusieurs éditorialistes qui sont ressortis avec ça. Et donc, est-ce que la Grande Noirceur a encore sa place en 2020?
Oui, puis juste pour rajouter un exemple que j'avais oublié, Dominique Anglade, au mois de juin, avec le projet de loi 61 de la CAQ, disait François Legault faisait pression sur les députés libéraux pour appuyer son projet de loi un peu plus, puis il leur aurait donné des frigidaires comme son modèle. Donc, on voit que on voit que ça porte beaucoup de sens pour encore beaucoup de gens. Mais donc, est-ce que la Grande Noirceur a encore sa place en 2020? Moi, je pense que on n'en est pas sorti parce qu'en fait, tout le Québec moderne dont nous sommes issus, le Québec qui est né, si on veut, en 1960, s'est construit contre quoi? Il s'est construit contre la Grande Noirceur, contre tout ce qu'on a voulu rejeter sur Duplessis et même, je dirais, sur le passé, avec un P majuscule, québécois, canadien, français. Et donc, c'est quelque chose qui est pratique instinctivement quand on s'intéresse à l'histoire. Hein, c'est une date très claire pour faire la coupure avec le passé. Je ne crois pas que François Legault a l'intention d'aller envoyer la police taper sur des syndicats qui lui font une mauvaise réputation, ou quand il y a eu la marche pour l'environnement avec Greta Thunberg, je ne pense pas que François Legault qui, maintenant un peu l'ambiguïté, beaucoup l'ambiguïté même sur ses politiques en environnement, je ne crois pas que c'était dans son idée d'envoyer la police puis de réprimer les gens qui disaient la CAQ en fait pas assez. Donc, je crois que c'est vraiment de l'exagération. Je crois que c'est beaucoup plus une posture idéologique qu'on peut avoir parce que certainement le gouvernement de la CAQ ne fait pas que des bonnes choses, mais de dire qu'on revient à ça ou que ça a encore sa place, moi je crois qu'il faut plutôt essayer dans la mesure du possible de regarder le passé avec une certaine sérénité, de se dire que Maurice Duplessis, l'Union nationale, l'Église catholique ont fait on fait des erreurs et on les a vues, on les a dénoncées. Ils ont aussi fait des bonnes choses, mais que tout ça s'inscrit dans une longue tradition donc des Québécois qui essaient de négocier la défense de leurs intérêts et dans une certaine mesure l'appartenance avec le Canada. Effectivement. Et prochaine question, on s'en va du côté des rapports avec les Autochtones. Oui. Myriam Lévesque nous dit que concernant les rapports entre l'État québécois et les Autochtones, quel grand changement y a-t-il dans l'approche du gouvernement Legault et celui de Duplessis si on pense au projet de développement économique et à l'exploitation des ressources naturelles? Parce que, bon, comme vous l'avez très bien mentionné dans votre conférence, les deux hommes, justement, ont cette idée-là d'exploiter les ressources naturelles. Ils ont chacun un plan Nord, si on peut reprendre un peu l'expression de Jean Charest. Dans un cas, bon, le minerai de fer, dans l'autre cas, bon, un peu le projet Saint-Laurent, puis d'aller poursuivre le plan Nord du gouvernement libéral précédent. Mais dans les deux cas, c'est des régions où il y a beaucoup d'Autochtones. Et c'est ça nécessite des négociations. Aussi, dans les années 50, il y a quand même, tous ces Autochtones-là qui vont être amenés dans le Sud un peu de force pour se faire traiter contre la tuberculose, etc. Il y a un très beau film qui a été fait sur la question. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là? Oui, c'est vrai. Je peux dire que les rapports du gouvernement de Duplessis avec les Autochtones s'inscrivent dans les rapports qu'il y avait à cette époque-là, que les gouvernements avaient avec les groupements autochtones. On pense justement au projet de l'Ungava. Il n'y avait pas d'instance de négociation vraiment avec lesquelles Duplessis va vouloir s'asseoir. C'est l'optique du gouvernement. Le projet, c'est vraiment on va conquérir des nouveaux territoires qui étaient laissés jusque-là à l'état sauvage. Donc, ça donne vraiment une idée de l'état d'esprit. Il n'est pas question de respecter des territoires de chasse ou tout ça. Ça ne revient pas vraiment dans les débats, ni même dans l'opposition d'ailleurs, je fais remarquer. Donc, c'est beaucoup plus dans l'idée traditionnelle de il faut intégrer, si on veut, faut intégrer les Autochtones par les institutions, la religion catholique. On a vu les résultats que ça a donné, hein, justement. Et donc, Duplessis est beaucoup plus dans cette approche-là, approche qui est quand même assez similaire à ce qu'on voyait en Ontario, à ce qu'on voyait à Terre-Neuve.
pour ce qui est de l'approche de François Legault, je crois que François Legault est quand même dans la continuité de ce qu'on avait vu avec le Parti libéral puis avec le Parti québécois. J'avouerais que c'est une question assez précise. Je prendrai le temps d'y réfléchir, mais je crois que François Legault a quand même voulu aller chercher un appui des communautés. Il n'a pas voulu agir de façon unilatérale, mais il n'a pas voulu non plus, on l'a vu, donner un droit de veto aux communautés autochtones pour bloquer des projets que le gouvernement veut faire. Donc, il est beaucoup plus dans une optique de on veut avoir l'appui des communautés autochtones, on veut quand même avoir une approbation, puis on veut être plutôt dans une négociation. Mais on veut quand même garder le pouvoir de décision de notre côté. Ce qui est probablement aussi, il faudrait que je vérifie avec d'autres provinces, mais je crois aussi que dans les autres, en Colombie-Britannique, par exemple, c'est aussi cette approche-là qui a été prise. Effectivement, puis bon, on voit aussi que c'est deux contextes complètement différents. On a, bon, c'est ça, presque 70 ans de relations avec les Autochtones entre les deux. Bon, la paix des Braves de Landry, puis bon, ben, tout plein d'autres tentatives qui ont été faites pour, bon, tenter de réconcilier, bon, parfois de façon maladroite, parfois de façon un petit peu plus assurée. C'est ça, les peuples autochtones avec, bon, les Québécois, avec le gouvernement du Québec, et donc un contexte différent. Prochaine question, Marc-Antoine Bernier nous dit « Trouvez-vous que Duplessis a bon dos? » Puisqu'il est évoqué très rapidement dès qu'on aborde certains sujets, notamment pour quelque chose d'aussi simple que la réduction de la dette publique. Des fois, on a l'impression que à chaque fois qu'on évoque un projet, si je comprends bien la question, qu'à chaque fois qu'on évoque un problème ou en fait une solution ou quelque chose que le gouvernement a fait autrefois, ben, c'est toujours Duplessis. Hein? Tu sais, quand est-ce qu'on parle de Flynn ou quand est-ce qu'on parle de Lomar Gouin? Tu sais, Lomar Gouin qui a quand même été là 15 ans, ce qui est quand même pas rien. Mais non, toujours Duplessis. Et donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a le bon dos? Dès qu'on aborde certains sujets comme par exemple la réduction de la dette, mais aussi d'autres sujets en histoire politique québécoise. Oui, ben, c'est comme je disais au début de la conférence, notre point Godwin à nous, c'est Duplessis. Hein? Donc, s'il n'y a jamais rien de si grave, de si épouvantable que ce que Duplessis a fait. Bon, si c'est comme ça, oui, effectivement, Duplessis a bon dos. Ben, ça vient du fait qu'on a construit, je crois, notre société actuelle contre Duplessis, ce qui a complètement dénaturé notre compréhension, non seulement du passé, mais de nous-mêmes en tant que société. Parce que, je veux dire, Duplessis a été au pouvoir 18 ans, il a quand même dû prendre quelques bonnes décisions pour rester au pouvoir aussi longtemps. Il ne pouvait pas seulement se maintenir au pouvoir par la corruption. Donc, il devait y avoir un endroit où des projets de la population se reconnaissaient. Duplessis a bon dos. On l'a vu à l'époque de Jean Charest. On comparait Jean Charest, dont le père était organisateur de l'Union nationale, hein, c'est pour ne pas l'aider, mais lui-même ancien conservateur. Ouais. Donc, Jean Charest aussi s'est fait comparer à ça avec sa loi Bayon pour négocier les conditions de travail avec les professeurs au milieu des années 2000. Lucien Bouchard aussi, le mentor à François Legault, on l'a comparé à Duplessis. À l'époque du déficit zéro, où là, on voulait amener des contrats de performance aux élèves, où on a voulu évaluer des mesures d'évaluation de performance chez les fonctionnaires, puis on a voulu couper dans les dépenses publiques. Donc, oui, Duplessis a bon dos, mais c'est parce que ça fait notre affaire qu'il ait bon dos aussi. C'est parce que ça nous empêche, dans une certaine mesure, peut-être de poser les questions autrement ou de voir que le passé est peut-être pas celui auquel on pense, puis qu'on n'est peut-être pas si éloigné finalement de la grande noirceur que ça. Moi, là-dessus, je recommanderais vraiment d'aller revoir l'excellent film de Denis Arcand, Québec, Duplessis et après. C'est exactement de ça dont on traite ce film-là.
Oui, effectivement. Puis même un film comme Régent Padovani où on voit toutes les questions de corruption, c'est ça, on pourrait facilement dire que ces personnages-là, bon, sont sortis de l'époque du Plessis, etc. Ah, oui, 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 Puis absolument. jamais bien loin. Euh, on a également Sébastien Grenier-Pondrian qui, pendant qu'on parlait de la Grande Noirceur, puis qu'on se demandait est-ce qu'elle a toujours sa place en 2020, nous disait effectivement que bon, ben, c'est peut-être davantage une mise en garde, que bon, ben, il dit bon, notre devise reste je me souviens si ce n'est de la Grande Noirceur. On a tendance à se souvenir un petit peu de tout, mais pas de la Grande Noirceur, ou au contraire à se souvenir surtout de la Grande Noirceur ou à une espèce de truc qui nous a marqué un peu au fer rouge. Et il rajoute, bien que l'échelle est différente, serait-il approprié de comparer Duplessis à Trudeau père plutôt qu'à Legault? Ne serait-ce que sur l'approche monolithique du chef de parti et des décisions unilatérales. C'est sûr qu'effectivement, bon, Trudeau père, il loge pas du tout à la même adresse que Duplessis sur le plan idéologique. Ils se sont d'ailleurs affrontés alors que bon, Pierre Trudeau était du côté bon des manifestants lors des grèves de l'amiante, etc. Mais c'est ça, dans les deux cas, effectivement, on a c'est ça, là, un chef qui est quand même assez fort, un chef qui est quand même assez charismatique, qui est vraiment au centre de la stratégie du parti. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison-là? Ah oui, c'est une comparaison qui a été faite à plusieurs reprises. Je me rappelle d'un sketch, par exemple, de Rocky Belles-Oreilles où on voyait Pierre Trudeau en train de dénoncer les mesures de Duplessis, puis de dire qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va nous envoyer l'armée, hein? Dictateur, fasciste et tout ça. Donc, oui, on a effectivement vu des comparaisons, même du temps où Trudeau était au pouvoir, là. Donc, je crois que oui, on pourrait voir des ressemblances dans l'attitude un peu autoritaire qu'il pouvait avoir à l'égard de ses adversaires. Dans le cas de Pierre Trudeau, c'était les nationalistes québécois. Dans le cas de Duplessis, ben, c'était tout ce qui rentrait dans le nuage extrêmement vaste du communisme ou du gauchisme. Hein? La définition était assez large. Mais donc, oui, cette espèce de publicité, si on veut, qui a été fait de la façon qu'on a présenté les chefs ou les partis comme étant des choses qui se résumaient à leur chef et à la doctrine de leur chef. Il y a une ressemblance là. Il y a aussi une ressemblance dans le recours, disons, à la répression, si on veut. Mais je limiterais quand même la comparaison un peu parce que Duplessis n'était pas à la tête du Canada. Il n'y avait pas d'armée à son contrôle. Duplessis avait la police. Par contre, on peut certainement parler dans les deux cas d'ingérence politique, ça tout à fait. Donc, Duplessis était quand même dans un autre contexte de jurisprudence, de liberté civile, que normalement Pierre Trudeau aurait dû respecter aussi, mais on a vu qu'il c'était, disons, à géométrie variable selon les adversaires. Mais faudrait faire attention quand même. S'il n'y avait pas d'approche de patronage de la même façon avec Pierre Trudeau, c'était pas. Il y a beaucoup de points différents aussi. Ben, je pense que c'est l'intérêt de votre conférence. Et bon, ceux qui nous suivent depuis le début, ben, s'en sont rendus compte. Ceux qui, bon, ont pris la conférence en cours de route vont pouvoir la réécouter par la suite parce que ça va être disponible jusqu'au 30 septembre. Ben, c'est ça, vous montrez bien que faut faire attention quand on fait des comparaisons entre, bon, un personnage d'une époque X avec un personnage d'aujourd'hui ou avec un personnage d'une époque Y, que certaines choses, effectivement, peuvent être comparables, mais que, bon, d'autres le sont pas, puis que quand on est en histoire, c'est ça, on est toujours face à des contextes différents, face à des acteurs différents, et c'est toujours embêtant de dire, ouais, mais qu'est-ce que telle personne aurait fait à telle place? Ben, c'est plate, mais on le saura jamais. En même temps, bon, je pense que c'est un peu l'intérêt de l'histoire aussi, c'est d'être capable de voir un petit peu où sont les points de comparaison, et c'est vraiment toute la richesse de votre analyse, je pense. Merci beaucoup. C'est mon but dans mon ouvrage. J'ai bien hâte d'en discuter avec les gens qui seront intéressés. On va même, pour l'aspect publicité autour du chef, Alain Lavigne va en parler aussi à propos de Duplessis. Ça va être très intéressant après Laurent Turcot. Donc, je vous invite. Je vais écouter moi aussi la conférence.
Et justement, juste avant de se quitter pour aller écouter Alain Lavigne poursuivre la conversation sur le marketing politique de Duplessis, peut-être un petit mot sur votre livre à venir. Vous préparez un livre justement dans lequel vous affirmez que Duplessis est toujours en vie. Est-ce qu'il est sur la même île qu'Elvis et que Marilyn? Oui, ben, mon ouvrage, c'est Duplessis est encore en vie, c'est le titre. Et en fait, mon ouvrage, c'est l'histoire de la façon dont on a raconté l'histoire de la période de Duplessis. Donc, c'est l'évolution depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, des perceptions qu'on a eues sur Duplessis, comment est-ce qu'elles se sont figées au fil du temps, comment est-ce qu'elles ont été remises en question à certains niveaux de la société. Et comment est-ce que, dans le fond, on gagnerait beaucoup, en fait, à relire sur cette période-là et surtout, à ne pas réduire l'époque à un seul homme et uniquement à ses faiblesses. Chaque époque a sa complexité et sa richesse. C'est ce qui rend l'histoire si intéressante. Effectivement, et ça sera donc à surveiller aux éditions du Septentrion cet hiver ou ce printemps, dans les premiers mois de 2021. Un grand merci, Pierre Berthelot, pour cet entretien particulièrement intéressant. J'invite ceux qui voudraient en savoir plus, effectivement, à écouter la conférence d'Alain Lavigne à 14h ou, comme nous le rappelle effectivement les rendez-vous d'histoire de Québec, à aller dans l'espace livre. On a développé un espace livre sur le site internet des rendez-vous d'histoire pour vous permettre d'avoir quelques suggestions de livres. On a demandé à Pierre Berthelot quels seraient les livres que vous recommanderiez sur la question en fait du Duplessis à quelqu'un qui voudrait aller plus loin. Et donc, il nous a fait quelques suggestions qu'on vous invite à aller voir. Un grand merci, Pierre. Merci, Alex. Et donc, on se retrouve pour la conférence d'Alain Lavigne à 14h. Une bonne continuité de Rendez-vous tout le monde.